Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous à travers cette live conférence. Je me présente, je suis Rokhia Boudred, directrice des ressources humaines à l'IDEC, et j'ai avec moi Saad Azavi, directeur du patrimoine. Super. Écoutez, on vous remercie énormément pour toutes les questions que vous avez adressées justement en s'inscrivant à cette live web conference. On a été vraiment très contents de voir tout l'intérêt que vous portez à cette entreprise, à l'IDEC. Et donc, pour vous dire que les questions qu'on présente et qu'on discute aujourd'hui avec vous, c'est aussi lié à vos questions. Donc, avant de démarrer et faire le lien avec les questions que vous nous avez posées, j'aimerais vous parler de l'IDEC. L'IDEC est une entreprise justement opérateur dans le domaine des services publics qui sert les 5 millions d'habitants du Grand Casablanca, donc avec beaucoup de fierté. Donc on intervient dans le domaine des services essentiels en matière de distribution de l'eau, de l'électricité, l'assainissement et l'éclairage public. Les activités de l'IDEC sont assez structurantes. Nous sommes une filiale aussi d'un groupe international Suez et qui joue un rôle extrêmement important et majeur dans la construction, le développement du Grand Casablanca et aussi donc à travers tous les grands projets structurants, les schémas directeurs de la ville en termes justement de qualité d'installation technologique et de développement des standards de travail. Alors, les 3600 collaborateurs de l'IDEC aujourd'hui sont tous mobilisés pour produire un service de qualité à ses clients. Vraiment, c'est une mobilisation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures de toutes les équipes, justement autour de cette satisfaction des besoins de nos clients. Alors, le sommaire qu'on se propose de partager avec vous, c'est de partager effectivement donc certaines données clés autour de l'IDEC. Je voudrais avec ça aussi vous présenter un projet majeur de l'IDEC autour duquel les 3600 collaborateurs sont mobilisés et nos projets stratégiques. Et aussi, quelle est notre politique en matière et processus en matière de recrutement. Et j'imagine, la chose à laquelle vous vous attendez aussi énormément, comment postuler, comment faire partie de cette équipe de l'IDEC, quels sont les critères finalement de sélection et une idée aussi sur les métiers de l'IDEC et aussi quels sont ses projets de développement à venir. Et donc, comme je disais en toute introduction, les éléments qu'on partage avec vous, c'est on répond à toutes les questions que vous nous êtes posées. Et on vous remercie beaucoup pour cette interactivité et l'intérêt que vous portez à l'entreprise. Alors, l'effectif, c'est 3600 collaborateurs. On sert quelque chose comme 1 750 000 clients dans le Grand Casablanca. Et notre résultat net est de 296 millions de dirhams. Notre chiffre d'affaires est de 6,6 milliards 352 millions. Et en termes d'investissement, juste pour vous donner une idée sur les enveloppes d'investissement, l'IDEC est un opérateur qui investit quelque chose comme 11 milliards de dirhams. Donc, ils sont investis depuis la création ou l'avènement, donc l'arrivée de Lyonnaise des Eaux Casablanca en 1997. Et aussi, donc, en termes d'actionnariat, l'IDEC est aujourd'hui, je parlais effectivement de Suez Environnement, mais on a aussi dans le tour de table de l'IDEC des actionnaires comme Elena Watania, FIPA Holding et le reste donc flottant sur la place de Casablanca. En matière de standards, qualité et de processus effectivement donc de management system, l'IDEC est certifié ISO 9001, OSAS 18001 et ISO 27001 et ISO 17025. C'est pour parler effectivement de l'importance de l'importance de conformité aux standards et aux normes en matière de qualité et d'amélioration continue.
Synergie 2020 est un projet stratégique qui mobilise les 3600 collaborateurs de l'IDEC. Il s'est fixé un horizon 2020, mais il part déjà de quick wins, d'opérations et d'axes stratégiques très très concrets qui sont l'écoute, que l'IDEC effectivement se positionne comme acteur qui est au service et à l'écoute de tous les clients. Et quand je dis tous les clients, on ne fait strictement pas de différence entre clients de quartiers défavorisés ou d'autres quartiers au niveau de Casablanca. On est au service de tous les clients justement de notre périmètre. Aussi, donc, une autre orientation stratégique, c'est qu'on est le partenaire quotidien des collectivités, des habitants et de leurs représentants. Et on se positionne comme la référence professionnelle durable des entreprises du secteur public. Et tout ce projet stratégique, évidemment, s'appuie sur un socle commun qui est l'humain. Évidemment, on ne peut rien faire sans la mobilisation donc, des équipes. Et je dois dire, et je dois témoigner de quelque chose d'extrêmement fort à l'IDEC, c'est cette fierté métier. On est, comme vous l'avez compris, dans des métiers essentiels. On est dans les foyers des 5 millions d'habitants du Grand Casablanca, ce qui fait qu'effectivement, notre socle se base sur une équipe extrêmement fière, mobilisée et qui se veut aussi ouverte sur son environnement de manière à s'améliorer de manière continue. Alors, de ces enjeux et de ce socle qui se base sur l'humain, il y a six enjeux stratégiques justement donc, de synergie. Il y a la dimension clientèle, donc ressources humaines, image et culture d'entreprise, responsabilité sociétale de l'entreprise, contrat de gestion délégué, parce que l'IDEC effectivement travaille dans le cadre d'un contrat de gestion délégué, et un enjeu aussi d'excellence opérationnelle. Je vais faire un topo bref par rapport à qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces enjeux. Le client est effectivement, donc c'est tout autour de la satisfaction, de l'anticipation et de l'innovation dans le rapport et le service au client, à travers aussi la mise en place d'une relation de confiance avec l'ensemble des clients, comme je disais tout à l'heure, pas de différence, à travers la proximité et aussi travailler de manière continue sur des offres de services, donc la notion effectivement d'écoute, d'anticipation, mais aussi d'innovation est une composante extrêmement importante dans cet enjeu clientèle. Enjeu RH, vous l'avez vu, j'en ai parlé, c'est vraiment le socle de tout le projet Synergie 2020. Il est là aussi au même niveau d'importance que le reste des enjeux pour justement travailler sur la valorisation, le développement des compétences, la mobilisation des énergies collectives et d'intelligence collective au service de la stratégie de l'IDEC. Et on verra tout à l'heure comment ceci se décline dans les différents projets stratégiques RH. Enjeu d'image et culture d'entreprise, c'est qu'effectivement l'IDEC aujourd'hui, vu l'importance de ces métiers, elle intervient dans un secteur déjà essentiel et par définition et par nature, elle a une responsabilité sociale et sociétale qui s'impose du fait du métier lui-même. Donc, il s'agit de renforcer l'ancrage territorial de l'IDEC à travers un engagement plus actif dans les actions de développement durable et aussi donc pour tout ce qui est image, d'être reconnu et perçu comme une entreprise proche, citoyenne et innovante et qui est dotée et reconnue pour cette excellence opérationnelle. J'ai parlé du contrat de gestion délégué. Aujourd'hui, justement, donc l'idée, c'est dans le cadre de ce projet stratégique de faire évoluer le contrat en vue de répondre aux problématiques donc, liées au financement. Je parlais du développement de la ville de Casablanca et on le verra tout à l'heure avec mon collègue Serbe qui va vous parler plus en détail de tous ces projets d'envergure. Il y a un enjeu aussi, non des moindres, de l'excellence opérationnelle qui vise à favoriser l'innovation de manière permanente, pas seulement dans les services aux clients comme j'ai soulevé tout à l'heure, mais dans tous les modes de fonctionnement, toutes nos manières de faire, de challenger le statu quo et d'être dans une posture d'innovation permanente, d'encourager la recherche,
tout en harmonisant évidemment donc, les pratiques et en suivant de très près les performances de nos métiers. En matière des RH, et je voudrais partager, et ça c'est suite aussi à une série de questions que vous avez posées en vous inscrivant à ce live chat, quelques chiffres clés en matière de développement RH sur les 3 dernières années pour vous donner une idée. L'IDEC recrute entre 150 et 200 recrutements par an. Il y a un enjeu effectivement donc, de renouvellement des effectifs, avec un effet aussi de départ à la retraite, donc ce qui crée des opportunités justement donc de recrutement et de remplacement des départs à la retraite, avec aussi des besoins qui viennent pour accompagner tous les projets de développement de l'IDEC. L'IDEC axe aussi sa politique de promotion en interne et veut renforcer cette mobilité. Et juste à titre d'exemple, donc le taux de mobilité à l'IDEC représente entre 5 à 6%, toutes catégories confondues. Et il y a tout un plan d'action aussi pour la promotion de la mobilité. On veut vraiment promouvoir la culture de promote from within pour accompagner les gens chez nous et ouvrir sur un maximum d'opportunités de développement, avec aussi l'effet de rentrée et de recrutement et donc des jeunes qui nous intègrent dans le cadre du plan de recrutement. La formation et le développement de compétences est un axe aussi extrêmement important, est un investissement important. À titre d'exemple, l'IDEC délivre entre 60 000 et 70 000 heures de formation qui sont dispensées dans un centre de formation professionnelle qui est dédié, vraiment un bijou, une fierté de l'IDEC, et aussi à travers un réseau de formateurs internes. Plus de 50% de nos formations sont assurées en interne par des collaborateurs qui font ça justement plus de leur travail dans le partage de savoir-faire. Alors, en matière de gestion et des entretiens de carrière, de développement, 100% des cadres et une partie des agents de maîtrise sont reçus en entretien annuel, donc avec la DRH, pour faire un point sur leur développement, sur leur projet de carrière et définir aussi avec eux un plan de progrès individuel. Évidemment, il y a un système de management de la performance pour effectivement donc fixer leur objectif, mais faire le point sur les besoins d'accompagnement. Et donc ça, c'est 100% de nos cadres et agents de maîtrise qui sont couverts. En matière aussi donc de niveau d'engagement, un indicateur, je suis sur la partie chiffres clés. Aujourd'hui, en termes de taux de satisfaction, la dernière enquête baromètre social qui mesure le degré d'engagement, on a un taux, justement, dont 86% des collaborateurs se disent fiers, engagés et satisfaits de travailler pour l'IDEC. L'IDEC aussi a eu plusieurs distinctions donc en tant que top employer par Vigeo, donc en 2012, en 2014 et avant-hier aussi, donc on a été reçu pour le titre, au titre de 2015 aussi, et reconnu en tant que top employer RSE. Les 6 projets stratégiques RH, j'ai parlé de l'enjeu RH dans le cadre de synergie avec les différents enjeux, clients, excellence opérationnelle, et effectivement donc contrat de gestion, image et RSE. Et tous ces enjeux sont aussi importants les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres. Et donc par rapport à l'enjeu RH, il y a 6 projets stratégiques donc qui sont en place et qui fonctionnent de manière très transversale. C'est pas, il y a le sponsorship évidemment donc de RH, mais c'est une participation très transversale donc des différentes entités et on a voulu que tous les projets synergie justement soient sous ce format-là pour favoriser un maximum de transversalité et d'enrichissement parce que finalement tous ces sujets sont l'affaire de tous. Les 6 projets stratégiques, il y a un premier, et tous ces projets, en fait, c'était sur la base de cette écoute dont on a parlé. Il n'y a pas eu que l'écoute des collaborateurs, mais il y a l'écoute des parties prenantes 360, ce sont nos clients, nos fournisseurs, les actionnaires, la presse, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir des retours par rapport à toutes ces parties prenantes
de renforcer les aspects qui sont forts et de travailler sur les aspects effectivement qui sont à améliorer. Donc sur la partie RH, ces projets-là aussi donc, répondent à une attente des collaborateurs, donc suite à cette écoute. Alors il y a eu une dimension d'anticipation et d'accompagnement d'évolution des métiers. Donc on a mis en place un projet stratégique qui se fixe un objectif d'assurer l'adéquation des compétences avec les exigences et les évolutions des métiers de l'IDEC. On ne fait pas la relève de la même manière, on ne la fera pas dans 10 ans de la même manière qu'on l'a fait aujourd'hui. Et vous savez plus que moi que effectivement le monde autour de nous évolue à une grande vitesse. Et l'idée, c'est d'être en mesure d'anticiper et d'être prêt justement à toutes ces évolutions des métiers. Un deuxième projet stratégique RH concerne visibilité de carrière. Donc, il y a eu des attentes par rapport à la construction et la structuration des parcours professionnels. On en parlait avec mon collègue tout à l'heure, il faut évoluer effectivement par la filière de management, mais créer d'autres possibilités d'évolution à travers la filière expertise. Et c'est un peu l'idée et les objectifs de ce projet stratégique. Il y a un autre projet aussi autour de la promotion de la diversité, l'intégration culturelle et l'égalité des chances. Je dirais tout à l'heure les axes et les principales réalisations. Il y a un projet autour de la modernisation salariale à l'IDEC et aussi un projet autour de du dialogue social et justement donc, la promotion donc, de cette culture et le renforcement de la culture du dialogue social à l'IDEC. Et il y a un tout dernier né, donc des projets stratégiques, en rapport avec la création d'une université de l'IDEC. J'ai parlé de centre de formation. Et la volonté, l'ambition de l'IDEC, c'est de porter ce rayonnement encore plus, métiers, organes de réflexion stratégique, de rayonnement aussi donc, dans le secteur, mais aussi dans toute la zone, avec la création de l'université de l'IDEC. Donc voilà les projets stratégiques. Je vais partager avec vous les principales réalisations, en tout cas sur les grands axes de chacun de ces projets. Ça vous donne une idée de l'investissement sur le sujet humain donc à l'IDEC. Le premier projet en rapport avec l'adéquation des compétences avec l'évolution des métiers. J'ai parlé d'enjeux importants chez nous de départ à la retraite, donc vu justement la démographie des effectifs à l'IDEC. Et aujourd'hui, il est vraiment important pour nous d'assurer une capitalisation des savoir-faire avec les jeunes qui intègrent, les seniors qui partent à la retraite, assurer justement qu'il y a ce transfert de savoir-faire, cette capitalisation pour que les jeunes aient une bonne intégration et qu'on puisse effectivement mettre à profit, à contribution, toute l'expertise des seniors, effectivement, donc, qui partent à la retraite. Donc, à travers aussi une démarche d'identification des experts et de formation et de développement des tuteurs, tout ça, c'est des exemples d'initiatives qui sont effectivement en place au sein de ce projet stratégique. L'idée aussi, c'est d'intervenir en amont au maximum pour la formation donc, des jeunes. C'est pour cela qu'on a aussi des partenariats, dont celui essentiellement avec l'OFPPT, pour mettre en place une formation par alternance. Et sur des métiers, donc des besoins spécifiques à l'IDEC, donc c'est des techniques spécialisées dans nos métiers, et aussi permettre à ce qu'à l'issue de ces formations-là, donc c'est des jeunes lauréats de l'OFPPT qui passent un mois en formation, qui viennent un mois chez nous pendant une durée de 18 mois. Et à l'issue de cette formation, c'est des personnes donc, qui auraient été accompagnées par des tuteurs de l'IDEC, qui auraient connu le métier de l'IDEC et desquels on pourra effectivement avoir une sélection pour répondre à des besoins de notre plan de recrutement et qui auraient l'avantage d'être effectivement extrêmement opérationnels et prêts pour travailler. Donc pour ça aussi, on a identifié, formé, accompagné un réseau de 70 tuteurs métiers donc à l'IDEC qui sont formés pour accompagner la montée en compétences de ces nouvelles recrues. En termes d'investissement aussi dans notre centre de formation, en fait, il y a des plateformes pédagogiques sur les métiers et on continue d'investir de manière continue pour qu'ils soient en normes, ils soient donc à la pointe de la technologie et donc on continue d'investir aussi sur toute cette plateforme pédagogique de manière continue.
Et aussi donc un travail au niveau de la DRH pour mettre à jour tout ce qui est référentiel métier à travers une démarche de compétences, en travaillant avec les experts et une individualisation effectivement donc des besoins aussi d'accompagnement liés à tout ce qui est plan de formation pour avoir des besoins sur mesure et l'accompagnement du développement des compétences. Le deuxième projet stratégique en rapport avec la projection, en rapport avec les parcours professionnels et le développement à l'IDEC. Et on avait démarré par une gestion de carrière ou une revue des entretiens annuels de carrière pour les cadres, qu'on a voulu généraliser justement donc au hors cadre. Et là, aujourd'hui, effectivement, la possibilité de faire un point sur sa carrière, sur ses aspirations, est quelque chose qui est possible pour tous les niveaux, pas seulement les cadres. Donc, c'est dans le plan d'action de ce projet stratégique aussi. Ce qu'on appelle les people reviews, c'est le point effectivement donc de travailler sur le potentiel des collaborateurs, mais aussi de l'accompagner avec des plans de développement individuel, avec les managers, en travaillant sur un référentiel de comportement des collaborateurs. Ça suit son cours. On a aussi des plans de succession pour les postes qui sont clés, et évidemment donc avec des niveaux en matière de readiness de chacun de ses collaborateurs et de son accompagnement. On s'est doté aussi d'outils d'évaluation, d'aide, justement donc d'assessment interne pour accompagner la gestion de carrière. Et l'idée, c'est d'avoir un outil objectif d'évaluation donc des pratiques comportementales qu'on débriefe, les résultats en débrief avec les collaborateurs, et c'est vraiment dans une logique de développement individuel au sein de l'IDEC. Et j'ai parlé de la mobilité et des taux de mobilité. Ça rentre là-dedans. Une des meilleures façons de construire son parcours professionnel, c'est d'être mobile, c'est de changer justement de poste. Et on a une grande chance à l'IDEC, c'est 4 métiers différents, l'eau, l'assainissement, l'éclairage public et l'électricité. C'est une excellente opportunité aussi pour faire de la mobilité, de la transversalité aussi dans ces métiers-là et continuer à enrichir son parcours professionnel. La diversité, et vraiment ça va au-delà de l'aspect genre, hein, donc, et c'est la politique effectivement donc, du groupe, mais aussi qu'on a adopté localement, c'est parler de la diversité et de l'intégration culturelle et de l'égalité des chances à travers 5 axes majeurs. Les jeunes, donc le recrutement des jeunes et leur insertion, et je vous ai parlé effectivement dans notre contexte de départ à la retraite, de renouvellement des effectifs, donc ce qui fait qu'on a beaucoup de recrutement effectivement de jeunes, donc c'est un axe assez important de travail dans le projet stratégique diversité. Les femmes, dans le sens où effectivement, donc aujourd'hui on est à 14% de féminisation au niveau de l'IDEC, qui reste assez faible, et l'idée c'est que c'est un métier qui a une perception forte masculine, et l'idée c'est aussi de travailler auprès des femmes elles-mêmes pour promouvoir le métier, d'intervenir en amont au niveau du recrutement, de travailler aussi sur les plans de carrière pour effectivement donc féminiser les postes à responsabilité et avoir aussi des femmes dans les plans de succession. On a des objectifs chiffrés par rapport à ça, non seulement par rapport à l'aspect, je dirais, arithmétique et objectifs chiffrés, mais aussi en matière de plan d'action, de ce qu'on fait pour accompagner ces femmes, de Female Leadership Development Programs, des programmes de développement de leadership féminin, des programmes aussi pour aider effectivement donc à la prise de parole en public, je donne des exemples, jusqu'à des conférences métiers auprès des femmes elles-mêmes pour leur dire, écoutez, des fois peut-être les freins et les limites sont chez vous, et donc l'idée c'est de promouvoir aussi, de lever ces barrières en ramenant des exemples concrets et en essayant d'encourager les femmes aussi à postuler et à être là dans les postes qui sont aujourd'hui à forte représentation masculine. Les seniors, j'ai parlé de leur rôle dans tout ce qui est capitalisation de savoir-faire. C'est vraiment un capital et leur contribution est clé à l'IDEC. Je suis vraiment fière de tout le travail et toute la contribution des seniors qui est faite aujourd'hui. Ils font dans un partage et dans une générosité qui est vraiment à reconnaître.
Et donc, que ce soit pour l'intégration des nouvelles recrues, des programmes de tutorat, et aussi donc, sur cet aspect de capitalisation sur nos métiers, sur notre expertise, qui reste quand même notre fierté. Là, tout ce qui est en rapport avec les personnes à mobilité réduite, on a aussi donc un partenariat avec l'Amicale marocaine des handicapés, et on a pris de manière très volontariste l'engagement de prendre sur des métiers donc, comme les chargés de clientèle front office. Donc on a un partenariat avec l'Amicale marocaine des handicapés pour prendre 2 personnes par année qui sont formées à travers aussi un établissement de l'OFPPT. Et aujourd'hui, les retours sont extrêmement positifs sur l'intégration de ces personnes-là et sur l'humanisation de l'environnement de travail. Et on est très content de continuer sur cette voie. La qualité de vie au travail, on est une entreprise aussi dans le cadre du plan d'action diversité qui regardant aussi les aspects d'équilibre vie professionnelle et vie privée, tout ce qu'on peut faire pour flexibiliser, pour renforcer le bien-être des collaborateurs. Donc il y a des actions assez concrètes et des objectifs assez ambitieux sur cet aspect-là. Donc là, c'était le 3e projet stratégique. J'en viens au 4e, la modernisation salariale. L'idée, c'est effectivement donc de pouvoir être cet employeur de référence qui peut attirer les collaborateurs donc à travers une rémunération compétitive. Et on se compare de manière très régulière aux pratiques du marché à travers les benchmarks, les études, que ce soit sur le standard Hay, Mercer ou autres, et les enquêtes aussi, de manière à ce qu'on soit le plus compétitif sur ce marché-là et attirer les meilleurs talents. Et aussi donc par rapport donc à notre ambition et notre plan de recrutement qui est assez ambitieux. On a un objectif aussi de rétention et de fidélisation de nos talents. Et aussi donc des pratiques qui sont connues en matière de rémunération pour justement donc assurer la classification des postes selon des standards connus et cette pesée de postes pour aussi accompagner toutes les promotions sur une base d'un point de vue rémunération sur une base cohérente, voilà, donc, et en lien avec la performance. Donc ces évaluations-là permettent en fait le principe de l'équilibre des postes et d'équité en interne. Aussi, l'idée c'est d'accompagner aussi nos managers dans ces politiques de rémunération. Il faut expliquer comment on fait les packages, qu'est-ce qu'on rémunère dans la performance et mettre effectivement donc, nos managers à contribution par rapport à ces principes. Un élément aussi très important pour une entreprise justement qui a une longue histoire de présence et effectivement donc de relations sociales extrêmement saines et importantes. Donc c'est le dialogue social donc avec les parties prenantes. L'idée c'est de continuer à renforcer cette culture du dialogue et de la concertation à travers la redynamisation des instances et justement donc de représentation du personnel. On travaille ensemble aussi sur ce qu'on peut faire effectivement pour améliorer les prestations sociales et aussi donc assurer cette veille permanente et la montée en compétence aussi de nos managers sur ces aspects de dialogue social. J'ai parlé de la création de l'université de l'IDEC. Justement, on n'a pas encore trouvé de nom, mais la décision elle a été déjà prise pour lancer cette université. Elle vise pour objectif justement de renforcer l'image externe de l'IDEC et qu'elle soit un vecteur d'attractivité. Donc, elle aura des programmes de partenariat avec des universités. Il y a déjà des partenariats en place, mais qu'on va chercher à renforcer. Des formations techniques, on s'appuiera justement sur notre base, le centre de formation des plateformes pour ériger le centre en université en termes d'expertise métier, qu'elle soit la référence. Justement à travers aussi l'organisation de journées portes ouvertes sur les métiers, sécurité, développement durable, pour assurer justement donc ce rôle du rayonnement. Qu'elle soit aussi un pôle de recherche et d'innovation. J'ai parlé de notre rôle dans le secteur des régies, mais aussi dans la région en tant que hub. Et nos formateurs, franchement, c'est une fierté, interviennent dans l'Afrique du Nord, au Middle East, dans des domaines de sécurité, dans les domaines d'expertise de l'eau, etc. Et aujourd'hui, donc, leur expertise est assez reconnue dans la zone. Alors, il y a eu beaucoup de questions, vous avez été nombreux à nous solliciter pour nous dire
c'est quoi votre politique de recrutement, comment vous travaillez, quels critères vous utilisez pour la sélection, etc. Je vais prendre le temps de parler de notre politique de recrutement et évidemment, si vous avez d'autres questions, continuez à poser des questions, on tâchera d'y répondre de manière live, mais l'idée c'est d'interagir au maximum avec vous et de répondre à vos questions. Alors, j'ai parlé des recrutements, donc des nombres de recrutement, ils sont essentiellement orientés métiers, donc eau potable, assainissement, électricité, éclairage public, travaux et clientèle. On vise effectivement une diversification, donc c'est assez diversifié, hein, donc on base notre politique de recrutement sur la compétence et aussi l'adhésion aux valeurs de l'entreprise et aussi le niveau de motivation à joindre le projet d'entreprise et à participer justement au développement de l'IDEC et par voie de conséquence au développement de la ville. On cherche des jeunes à potentiel, avec ou sans expérience. On s'appuie sur des seniors, des femmes et des hommes. On recrute du Maroc, de l'étranger. Je dis toujours, le talent n'a pas de nationalité, n'a pas d'âge. À la limite, effectivement, c'est quand il y a cette adéquation et il y a ce fit que la décision de recrutement, justement, donc, se prend. Notre processus de recrutement il est très structuré, il y a une procédure très claire. C'est qu'on travaille déjà sur des besoins prévisionnels. Donc, dans le cadre de la construction budgétaire, on travaille avec les entités pour relever, pour identifier les besoins prévisionnels sur l'année qu'on valide. Donc, en quelque sorte, il y a un plan de recrutement annuel et qui est décliné mois par mois. Donc, en fonction des besoins qu'on a validés avec les entités, qu'on a consolidés au niveau de toute l'entreprise. On travaille avec Recrute pour diffuser au fil de l'eau les offres sur lesquelles effectivement on s'adresse à l'externe et sur les réseaux sociaux. On est assez présent sur les réseaux sociaux. On participe aussi à de nombreux forums de recrutement, que ce soit ici, au Maroc, et aussi à l'international, en France, ailleurs. Et aussi, on travaille sur la base de différents partenariats avec des écoles, des universités. Et l'idée, c'est de diversifier. On a parlé de diversité. C'est vraiment source d'innovation et de performance. Et ça se passe d'abord au niveau de la diversité des sources de recrutement. Donc, on essaye d'être assez ouvert pour notre sourcing. On travaille effectivement donc des candidatures spontanées sont reçues, on n'en rate aucune, rassurez-vous, et sont traitées sur la base d'adéquation post-profil avec l'aide d'un outil spécialisé, donc on est aidé sur ces aspects-là. Et on travaille sur des shortlists, hein, donc les candidatures spontanées qu'on reçoit de Recrute, on travaille sur une shortlist de 8 à 10 candidats à recevoir en entretien RH. Donc c'est l'équipe du département recrutement et carrière qui les reçoit, avec aussi un test de compétences comportementales. C'est toujours des éléments importants qui aident dans la prise de décision par rapport à un retour complet sur le profil. Et on en sélectionne 2 à 3 pour des entretiens avec les responsables opérationnels. Et voilà, après, on choisit le candidat et on planifie effectivement donc l'entretien de concrétisation donc avec le recrutement, avec le candidat retenu. Vous avez été nombreux aussi à poser la question comment postuler en répondant à une offre l'IDEC sur Recrute, évidemment, en postulant en candidature spontanée, et on en reçoit énormément, et on les traite, toutes les demandes spontanées qu'on reçoit, effectivement, donc, sont reçues. Et il y a une adresse à laquelle vous pouvez, effectivement, à tout moment, envoyer vos candidatures, c'est candidature spontanée, tout attaché, .lidec@talentprofiler.com stage.lidec@talentprofiler.com. C'est un peu, ou bien, enfin, il y a deux, donc pour les recrutements et pour les stages. Candidature spontanée, vous allez le trouver sur le site Recrute, hein, pour plus de, enfin, si jamais vous n'avez pas eu le temps d'écrire les adresses. Toutes
Les candidatures sont prises en compte, analysées au regard des besoins spécifiques en cours, justement, donc de l'entreprise. Alors, sur quels critères on se base pour prendre notre décision? Il y a un descriptif de poste, j'ai parlé du plan de recrutement, j'ai parlé des besoins planifiés, il y a un descriptif de poste qui est validé, on clarifie clairement ce qu'on attend donc, du candidat, et évidemment la décision se prend sur la base de l'adéquation des comportements avec les compétences requises. Aussi bien sur le plan technique, hein, donc il y a des aspects très clairs, il faut qu'il soit capable de savoir, de connaître, etc., mais aussi d'ordre comportemental. Il y a aussi une dimension importante, ce que je dis, moi, il ne suffit pas de prendre la décision, il faut prendre quelqu'un qui va avoir le fit avec la culture, qu'il y a une certaine adéquation avec la culture de l'entreprise, et pour ça, effectivement, donc c'est ce qui fait la réussite ou pas la réussite du recrutement. Donc, et les valeurs de l'IDEC aujourd'hui, donc on parle de l'exemplarité, de la confiance, du professionnalisme, de l'innovation et de l'esprit citoyen. À travers justement donc l'entretien, certaines questions, des références, etc. On essaye d'évaluer et d'apprécier au mieux ce fit avec les valeurs d'entreprise. Et évidemment, il y a une démarche, enfin un critère aussi qui n'est pas sans importance, qui est l'authenticité dans l'approche de l'entretien et la motivation qui se mesure à travers justement les différents entretiens et le croisement de regard et le complément aux besoins des outils d'assessment et de test dont j'ai parlé. Comme ça, effectivement, pour la prise de décision, on a un maximum d'éléments pour nous permettre de prendre la décision. Voilà, j'espère avoir répondu, donné envie à venir à l'IDEC. En tout cas, je suis ravie de participer à ce live chat et continuez effectivement à nous envoyer vos questions. Et votre avis nous intéresse et s'il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, on est preneur. Je vais passer la parole à mon collègue Saad El-Zawi qui va vous parler des métiers. Rebonjour, donc de mon côté, Saad El-Zawi, je me suis présenté tout à l'heure, directeur du patrimoine au sein de la IDEC, qui est une société que vous le savez bien de gestion des services essentiels qui sont l'eau, l'assainissement, l'électricité, éclairage public, dans le cadre d'un contrat de gestion délégué avec la ville de Casablanca, en plus de 14 communes périphériques. Donc là, on va parler du métier de l'eau dans notre activité. Donc, comme vous le savez très bien, nous, on est un distributeur. Donc il y a des producteurs qui sont dans le domaine de l'eau. Au niveau national, on a l'ONE et SOR. Donc on a des captages d'eau plus traitement qui se font à deux niveaux, au niveau de Belgrade, à côté de Rabat, et Omar Ber du côté des Jadida. Donc l'eau elle est transportée, traitée et transportée, on va dire, à 100 km de part et d'autre de Casablanca, qui arrive pour être distribuée au niveau de Casablanca via il y a tout un process intermédiaire, mais qui fait partie du métier de production-transport. Une fois chez nous, on s'occupe de la distribution de l'eau potable. Donc là, on voit très bien le schéma du transport, donc depuis les deux sources qui alimentent le Grand Casablanca. Casablanca est dépendante, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ressources en eau, donc qui viennent des deux WED qui sont Belgrade et Omar Ber. Donc on a à peu près, en patrimoine de distribution d'eau potable, on a à peu près 5000 km de réseaux d'eau potable qui sont en fait répartis en réseaux structurants, les grands feeders, ce qu'on appelle les feeders, qui sont de l'ordre de 300 km, et le reste c'est des réseaux de desserte de distribution. On dessert plus d'un million de clients, avec à peu près une consommation annuelle de 180 millions de mètres cubes. La consommation moyenne journalière au niveau de Casablanca elle est à peu près de 550 000 mètres cubes jour. Voilà. Donc là, c'est on va dire le patrimoine ou les équipements, les ouvrages qui nous permettent de distribuer l'eau au niveau de Casablanca. Donc on a à peu près une trentaine de réservoirs d'eau potable, parce qu'en fait on a des stockages qui correspondent à 24 heures
de capacité de distribution et de l'ordre d'une capacité de 630 000 m3. On a une vingtaine de stations de pompage, des surpresseurs pour ce qu'on appelle en eau potable, et à peu près 220 000 branchements au niveau de Casa. La distribution au niveau de Casablanca, elle est répartie en des secteurs et étages de distribution en fonction de la cote NGM par rapport au niveau de la mer. La distribution en eau potable, elle subit en fait des contrôles. Donc on a un laboratoire qui est accrédité selon la norme 17025, et cette norme en fait est un gage de garantie en fait vis-à-vis du respect des normes en termes de potabilité, donc en termes de contrôle, mais aussi en termes de conformité aux normes de contrôle et d'étalonnage de nos matériels vis-à-vis de la distribution d'eau potable. Donc il y a un nombre important journalier de prélèvements qui se fait au niveau de plusieurs quartiers au niveau de Casablanca, qui sont ensuite analysés et en fait même partagés avec l'autorité délégante. Donc l'eau potable au niveau de Casablanca, pour vous rassurer, elle est potable et elle est conforme aux normes, au même titre que le laboratoire, la MEMA de la LIDEC. En ce qui concerne l'assainissement, donc l'assainissement c'est à peu près le même ordre de linéaire de réseau, c'est à peu près 5000 km de réseau de distribution, de collecte cette fois-ci d'assainissement. On a en fait 2 émissaires marins depuis l'inauguration du système anti-pollution Est. Donc on a 2 grands bassins versants pour l'assainissement au niveau de Casablanca, pour l'assainissement des eaux usées. Donc un bassin versant ouest qui collecte tous les eaux usées de la partie ouest de Casablanca pour à peu près 2,5 millions d'habitants, et qui est pré-traité et rejeté en mer via un émissaire de 3,6 km au niveau de la Rancre. Et pour la partie est de Casablanca, on a à peu près un bassin qui est équivalent de 2,5 millions d'habitants, qui intercepte tous les eaux usées de ce secteur, de ces quartiers et secteurs-là, depuis, on va dire, Casaport jusqu'à Mohammedia, et qui sont traités en pré-traitement au niveau de Barlancy et rejetés en mer via un émissaire marin de 2,2 km au niveau de Barlancy. Voilà, c'est ça pour l'assainissement des eaux usées. S'agissant de l'assainissement non pluvial, ben en fait, les eaux pluviales sont rejetées en mer via des rejets qui sont autorisés auprès des domaines maritimes, donc conformes à la norme bien sûr, mais on écrète en périphérie de la ville, on stocke en temps de pluie, on a quelques bassins, on a 70 bassins d'orage autour de Casa qui nous permettent d'écrêter les eaux pluviales et d'injecter un débit de fuite en attendant en fait que la mise en charge des réseaux se soulage, et ça c'est pour éviter en fait les débordements au niveau de certains secteurs sensibles, de certains points bas au niveau de Casablanca. En anticipation, on a toujours dans le sujet des assainissement pluvial. Donc tous les ans, on a des opérations qui sont planifiées en curage préventif qui se font sur le réseau afin de déboucher les zones les plus sensibles, afin en fait de permettre au réseau d'évacuer en temps de pluie les ruissellements qui se font au niveau de la voirie, trottoir, et aussi au niveau des terrasses et des zones imperméabilisées au niveau du Grand Casablanca. S'agissant de la performance, suivi de la performance au niveau de nos réseaux, donc on a des suivis qui nous permettent en fait de classer et de diagnostiquer l'état de santé de nos réseaux afin d'optimiser notre politique de maintenance, mais aussi de mieux cibler notre politique de renouvellement. Et donc, dans ce cadre-là, on a des opérations d'inspection caméra de nos réseaux d'assainissement, mais aussi sur les réseaux d'eau potable, on a un suivi qui un peu, on verra par la suite, mais sur l'assainissement, on a un suivi diagnostic caméra, croisé avec l'état de santé qui est lié à l'âge et aux matériaux des réseaux, nous permet de mieux
cibler la maintenance et le renouvellement de ces réseaux d'assainissement. Là, on voit tous les moyens qui sont mis en œuvre par la LIDEC pour la maintenance et l'exploitation des réseaux d'assainissement. Donc il y a en fait plusieurs hydrocureuses avec des opérations de curage qui nous permettent en fait d'évacuer annuellement 11 000 m3 de sédiments via des camions et sur la plupart de nos réseaux. Donc on a à peu près plus de 100 000 ouvrages gris et avaloirs qui sont nettoyés tous les ans. S'agissant de la pluviométrie, donc on a un suivi pour l'anticipation des pluies. On a un contrat, une convention avec la direction de la météorologie nationale. Et donc, on reçoit les prévisions de pluie généralement 3 jours en avance, qui se précisent au fur et à mesure de l'approche des saisons du jour prévues en pluviométrie. Et donc, on prépare et on dispatche et on répartit les équipes d'exploitation en fonction des prévisions de la pluviométrie, et ça en anticipant, en fait, en essayant de déployer de façon optimisée, que ce soit les moyens humains et les matériels à mobiliser selon en fait la sensibilité de chaque point, parce qu'il faut savoir que la pluie, elle se retrouve naturellement au niveau des points bas. Ces points bas, ils sont bien identifiés et on a un programme d'anticipation de ces zones, on va dire, inondables ou zones à risque de débordement. Pour ce qui est le contrôle des rejets industriels, et ça, c'est pour les effluents, on va dire, des eaux usées. Donc on a un suivi de tous les rejets industriels au niveau de Casablanca, et via aussi des conventions qui se font entre la LIDEC et les industriels qui souhaitent réaliser des pré-traitements au niveau de leur entité, de leur usine, afin de rabattre la pollution industrielle à un niveau domestique, afin de pouvoir réduire leur impact sur l'environnement. Donc il y a tout un programme, il y a un département au sein de la LIDEC qui accompagne les industriels souhaitant en fait se conformer à la norme de rejet, parce qu'en fait, tout en se référant à la loi sur l'eau, qui est la loi marocaine 95, les industriels sont censés en fait rabattre leur pollution industrielle à un niveau domestique, parce qu'au niveau des réseaux d'assainissement et de distribution au niveau de Casablanca, l'IDEC est censé évacuer toutes des eaux d'un niveau de pollution équivalent à une pollution domestique et pas industrielle. Là, on voit un projet qui rentre dans le cadre en fait, il y a un projet, il faut savoir qu'on a réalisé un projet de station d'épuration des eaux usées, toujours dans le cadre de l'engagement de l'IDEC pour la protection de l'environnement. Et donc cette station d'épuration qui était inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président français François Hollande, c'est une station un peu d'une technologie innovante, qui est la technologie membranaire. C'est une station d'à peu près en fait 40 000 équivalents habitants, d'un débit de 3800 m3 jour. Et cette station, vu la technologie qu'on a mis en place, elle est capable en fait de fournir au Grand Casablanca un potentiel de réutilisation des eaux usées pour l'irrigation autour d'un périmètre irrigué au niveau de la zone de Mediona. Ça, c'est parmi les projets innovants qu'on a réalisés pour la protection de l'environnement. Et là, bien sûr, il y a le projet anti-pollution de la dépollution de la zone Est qui intercepte tous les rejets qu'on avait depuis la gare Casaport jusqu'à Mohamedia. C'est un projet de l'ordre de 1,5 milliard de dirhams d'investissement et qui a permis en fait d'intercepter sur une longueur de plus d'une vingtaine de kilomètres tous les rejets qu'on avait sur la bande côtière Est, de les intercepter, de les ramener jusqu'à un point central qui est au niveau de Bourg-Nancy, avec une station de traitement qui a été construite sur à peu près 3 hectares, et un rejet via un émissaire marin de 2,2 km au niveau de la mer. Voilà. Cette réalisation aujourd'hui a permis à Casablanca de dépolluer toute la zone est de Casablanca et donc de permettre au Grand Casablanca de
redécouvrir en fait pour les habitants de s'approprier en fait toutes ces belles plages au niveau de plage Nahla, toute cette zone Znata, en fait que les habitants qui tournaient le dos à cette zone, ces belles plages de Casablanca, aujourd'hui ils ont la possibilité et l'accessibilité d'aller profiter de plages non polluées au niveau de cette zone-là, et qui va aussi, certainement, ce projet-là va permettre de promouvoir en fait un développement économique autour du résidentiel, balnéaire et pourquoi pas touristique, afin en fait, de développer en fait toute cette zone est de Casablanca, voilà, grâce à ce projet d'une grande importance que je rappelle qui a été inauguré en fait au mois de mai, c'est la même année, la 2015, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et c'est un projet qui a coûté 1,5 milliard. Donc pour les métiers de l'eau et de l'assainissement, le niveau qui est prérequis, c'est plutôt de l'opérateur, c'est un agent d'exécution jusqu'à un niveau d'ingénieur Bac plus 5, et donc il y a aussi, passant par les Bac plus 2, et même, je pense, des niveaux Bac ou équivalents. Donc tous les profils sont bons, parce qu'il y a plusieurs métiers, c'est très vaste. On part de l'ingénierie conception à l'exploitation, manœuvre, terrain, et donc tous les profils sont bons pour travailler dans ces domaines de l'eau et de l'assainissement. Donc les périmètres sont en fait, les missions sont situées dans plusieurs directions. Donc on a des directions préfectorales qui sont des directions, on va dire, décentralisées et qui gèrent l'exploitation au niveau de périmètres bien définis et qui coïncident avec les périmètres de préfecture et de province au niveau du Grand Casablanca. Et il y a des directions centrales qui sont un peu plus transverses et qui travaillent, où il y a un aspect opérationnel mais fonctionnel dans leur activité, telles que les directions exploitation et assainissement au niveau central, et la direction technique au niveau central, au niveau de la LIDEC. Donc les postes qui sont en fait, c'est des postes d'ingénieur d'exploitation réseau, chef de projet en eau et l'assainissement, ingénieur schéma directeur, responsable travaux, technicien en hydraulique, enquêteur diagnostic, technicien de laboratoire, chargé d'études, agent d'exploitation en usine, et des opérateurs chauffeurs d'engins spéciaux, tels que les hydroqueuses. Voilà. Pour les métiers de la distribution d'électricité, il faut savoir que là aussi, on est distributeur, on n'est pas producteur, donc on a un fournisseur qui est donné et qui produit et transporte l'eau jusqu'à des points d'entrée qu'on récupère nous au niveau de plusieurs postes sources au niveau du Grand Casablanca, et à partir de ces postes sources, on distribue via un réseau qui dépasse les 7000 km entre la moyenne et basse tension, et via 3200 postes de distribution publique qui sont répartis au niveau du Grand Casablanca. Donc en exploitation d'électricité, donc on assure en fait une continuité de service. Il faut savoir, là c'est valable aussi pour l'eau, donc il faut savoir au niveau de Casablanca, on assure une continuité de service, des services de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité 24/24, il faut le rappeler. C'est pas le cas dans beaucoup de pays, on va dire, en voie de développement, similaires au Maroc, où on n'a pas cette continuité de service 24/24 qui est bien sûr assurée au niveau de Casablanca. Donc dans les missions de 4 activités qu'on a au niveau de l'électricité, il y a la conduite et exploitation des réseaux primaires, qui sont en fait les réseaux de moyenne tension. La maintenance des équipements des réseaux primaires aussi, c'est tout ce qui est moyenne tension, avec les postes sources. La création ou la réhabilitation des ouvrages d'infrastructures électriques, l'amélioration de la performance électrique, c'est le rendement électrique, et la distribution et dépannage de proximité. Les principaux projets en cours pour le métier de l'électricité, c'est la réhabilitation de postes au niveau de Mohamedia et au niveau de Znata,
On a aussi réhabilité le poste Sidi Atman et Darwaza. C'était plutôt réhabilitation, renforcement, ce qui valable aussi pour Mohamed Yaznata parce qu'on est dans un contexte où la consommation au niveau de Casablanca connaît une croissance importante, donc on est dans un fort développement urbain, mais aussi d'équipement des foyers. Donc on a un fort équipement des foyers, ce qui se traduit par une évolution de la consommation, et du coup, cette évolution, aussi pour l'accompagner, il faut aller renforcer, étendre nos réseaux. Voilà, donc, et ces projets-là font partie de ces projets qui nous permettent d'accompagner le développement du Grand Casablanca. Donc le renforcement aussi d'un poste central au niveau des centres-villes, qui est le poste ADE, et ce poste-là a été renforcé afin en fait, d'accompagner tout le développement que connaît le centre-ville, tel que la zone Enfa-Place, Casaport, la Marina, et quelques en fait, transformations au niveau du centre-ville en zone villa qui passe en zone immeuble, ce qui se traduit aussi par une augmentation des besoins énergétiques au niveau de ces zones-là. Donc là aussi, pour éviter, en fait, on a en fait aussi transformé une zone de Mohamedia de la tension 22 volts, 22 000 volts à 20 000 volts, et on a un projet très important qu'on a presque finalisé, c'est la protection des postes sous trappe en sous-sol, en fait, contre les inondations, parce qu'il faut savoir qu'en 2010, malheureusement, on a eu quelques quartiers coupés en eau quand on a subi les inondations qui représentaient une pluie supérieure à la pluie centenale, et donc du coup, quelques postes qui étaient en sous-sol, en fait, ont sauté et en fait ils ont causé une rupture de service. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est plus possible parce qu'on a équipé tous ces postes-là en cellules étanches et qui peuvent résister sous la pluie ou sous les inondations. Installation là aussi de compteurs dans tous les postes, les 3200 postes qu'on a au niveau du Grand Casablanca. On les a en grande partie équipés en compteurs numérique pour suivre le rendement, parce qu'on a réparti en fait le réseau de Casablanca en zones, en petits secteurs de rendement qui sont répartis selon les postes de distribution publique, 3200 zones, et on suit le rendement de ces zones-là, ce qui nous permet en fait de le croiser avec le nombre d'incidents et l'état de santé des réseaux pour pouvoir agir sur notre politique de maintenance, mais aussi notre politique de renouvellement pour améliorer le rendement. Donc là, c'est aussi pour préserver les ressources, que ce soit énergétique, et on a le même projet pour le potable, on le verra tout à l'heure. Pour les principaux projets qu'on a mis en place, là aussi sur les réseaux électriques, donc là, ça concerne plutôt le centre-ville, donc on a des vieux réseaux, on a passé certains secteurs au niveau de l'ancien des anciens quartiers de Casablanca de 5500 volts pour 20 000 volts, et l'alimentation en fait en électricité surtout de la zone Mille Parc au niveau de Nouassat situé à côté de l'aéroport, mais aussi de la zone de Sidi Marouf, Casa Mirchar. S'agissant de l'électricité, donc vous le savez de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est un contrat jeune qu'on a récupéré à partir de 2009. Et c'est le contrat le plus jeune. Les trois autres métiers, on les gérait depuis 1997, dans le cadre du contrat de gestion délégué. L'éclairage public, c'est un métier récent au sein de la LIDEC. Et donc, dans le cadre de ce nouveau contrat, on gère un parc qui correspond à peu près 140 000 points lumineux, avec une puissance moyenne de 200 watts, avec une technologie majoritairement SHP en termes de luminaire, et on a à peu près 2600 tableaux de commande, avec un réseau d'éclairage public qui est de l'ordre à peu près de 4200 km. Là, on voit en fait l'évolution des points lumineux depuis 2003. Il faut savoir qu'on est passé en termes d'exploitation de 17, parce qu'on accompagnait quand même depuis 2003-2004 la ville
mais le contrat de gestion de l'éclairage public, il a démarré en 2009. On a démarré par l'exploitation d'à peu près 17 000 points lumineux, et aujourd'hui on est à 140 000 points lumineux. Donc ça montre cette montée en charge de l'activité éclairage public au sein de la LIDEC et tous les efforts qui ont été faits au niveau de ce métier pour la mise à niveau de l'éclairage. Et aujourd'hui, tous les Casablancais le ressentent bien parce qu'on est passé d'un taux de disponibilité de à peu près 75% à 95%. Donc, en centrale, donc, parce que l'éclairage public, comme tous les métiers, donc sa gestion est répartie entre le central et les directions préfectorales. Donc en centrale, on a la maintenance curative des grandes voies, les voies structurantes, les grands axes routiers au niveau de Casablanca, les travaux d'éclairage public, les ateliers de tri et de recyclage, parce qu'il faut savoir qu'on a une activité au sein de la LIDEC pour recycler les luminaires en fin de vie, et on a des mesures de contrôle au niveau de l'éclairement qui sont suivies par la direction centrale. Au niveau de la direction préfectorale, on a le suivi de tout ce qui est dépannage et remise en état des lampes, et on a la gestion des équipes, ce qu'on appelle les équipes mounières, qui sont là, c'est des agents chargés de suivi du parc, surtout de son niveau de disponibilité, et donc ils remontent toutes ces informations au niveau des entités d'exploitation pour lancer les réparations au niveau que ce soit central ou au niveau des directions préfectorales. Peut-être conclure avec la ville de demain. Rapidement, donc les réalisations en éclairage public, donc il y a un projet ambitieux au sein de la LIDEC, c'est le projet Ville de demain. C'est un projet qui est en fait qui travaille plutôt sur l'innovation, qui sont les métiers de demain, et qu'on est en train de préparer aujourd'hui. Et donc ce projet-là, il part d'un constat qu'on est dans un contexte où on est dans une ville à fort développement, et qui dit fort développement dit forte croissance. Cette forte croissance se traduit par une forte pression sur les ressources naturelles, énergie et ressources en eau, et pour en fait atténuer cette pression sur les ressources naturelles et optimiser les investissements, on a mis ce projet, qui est un projet de réflexion pour imaginer les solutions de demain qui seront qui seront les plus économes en termes de leur pression sur une ressource, et qui respectent l'environnement et qui apportent une meilleure performance de nos réseaux et surtout de nos métiers, tout en étant à l'écoute et en répondant aux attentes et aux besoins des citoyens qui sont en fait les occupants et les utilisateurs de la ville. Donc on est un opérateur de la ville, et donc on doit être à l'écoute des users de la ville. Et donc en fait, rapidement, on a quelques projets. En fait, il y a un projet super ambitieux de l'optimisation des investissements. Et ce projet d'optimisation des investissements, il travaille sur deux aspects. C'est ce qu'on appelle le bon dirham au bon endroit au bon moment. Et donc en partant d'une démarche SIG de connaissance de notre patrimoine, de son état de santé, on arrive bien à cibler, on est dans une logique de mieux cibler nos investissements de renouvellement, mais aussi nos charges d'exploitation en termes de maintenance. La même chose pour accompagner le développement urbain. On a une application qui nous permet de suivre la montée en charge des lotissements, et afin de mieux cibler là aussi, de poser les bons tuyaux au bon endroit et au bon moment, afin d'optimiser nos investissements. Il faut savoir que nos budgets d'investissement sont, sur les 3 dernières années, ils sont de l'ordre de 2 milliards de dirhams à peu près par an. Donc dans la même logique,